Chapitre 1. Le gant dans le jardin. Le train roulait régulièrement à travers la campagne anglaise, soufflant de petits nuages de fumée blanche dans le ciel pâle du printemps. Hercule Poirot était assis près de la fenêtre dans une voiture, de première classe, un journal ouvert plié avec une précision militaire sur ses genoux. Il était habillé impeccablement comme toujours. Un costume gris anthracite avec une pochette de costume blanche, un nœud papillon impeccable et ses célèbres chaussures en cuir verni, brillant comme de l'obsidienne. Hastings, assis en face, de lui venait de finir un œuf à la coque sur le plateau du petit-déjeuner et regardait les haies qui passaient avec un intérêt vain. « Poirot » dit-il soudain en étirant les jambes. « Je ne sais toujours pas pourquoi nous allons à Larkwood. Il n'y a rien là-bas à part des expositions de fleurs, des garden parties et des gens ennuyeux qui parlent de leurs courges et de leurs dahlias. » Poirot leva les yeux, arquant un sourcil bien manucuré. « Mon ami, vous faites du tort à la campagne anglaise. Ce ne sont pas toujours les endroits ennuyeux qui sont en sécurité. Et vous oubliez, on ne refuse pas une invitation. » De Lady Willoughby. Hastings rit. « C'est vrai. Mais elle ne nous a pas vraiment invités pour un mystère. N'a-t-elle pas simplement dit qu'elle avait quelque chose de curieux à vous montrer ?» Poirot plia le journal et le posa précisément sur le siège, à côté de lui. Précisément. Et quand une femme de l'âge et du caractère de Lady Willoughby me dit que quelque chose est curieux, j'écoute. Elle n'est pas encline aux envolées d'imagination. Une dame des plus redoutables. Lady Caroline Willoughby était une grande dame de l'ancien genre, aux cheveux argentés, aux yeux perçants et possédant une langue aussi tranchante qu'un scalpel. Elle vivait dans un vaste manoir élisabétain à l'extérieur du village de Larkwood et était connue pour ses fêtes dans les jardins élaborés, sa collection de bijoux anciens et ses opinions pragmatiques sur la vie moderne. Poirot avait déjà résolu un vol mineur pour elle lors d'un gala de charité à Londres, et elle était restée en correspondance avec lui depuis. Lorsque le train arriva à Larkwood Halt, un chauffeur en livrée les attendait avec une Bentley verte, et 20 minutes plus tard, il roulait dans l'allée sinueuse du Larkwood Manor, encadré de jonquilles et d'aubépines en pleine floraison. Lady Willoughby attendait dans le salon, perchée comme un oiseau de proie sur un fauteuil. Enchins. Elle portait une robe de riche soie prune, une broche en forme de plume de pont, et son expression était celle de quelqu'un qui vient de mordre dans quelque chose d'aigre. « Poirot, mon cher homme, elle a pleuré. » Et le capitaine Hastings. « Magnifique. Venez vous asseoir. Vous devez prendre du thé. Tout dans cette maison semble tourner autour du thé. Que cela me plaise ou non. » Ils étaient à peine assis lorsque Lady Willoughby se pencha en avant et dit à voix basse « Je vous... » « Et invité ici à cause du gant. » Poirot cligna des yeux. « Le gant, madame ?»« Oui, le gant. Il a été trouvé dans la roseraie il y a 3 jours par un des jardiniers. Du velours vert, visiblement cher, et, c'est la partie la plus curieuse, il n'appartient à personne dans la maison. » Les yeux de Poirot pétillaient d'intérêt. « Ah, c'est vraiment curieux. Puis-je le voir ?» Lady Willoughby se leva et se dirigea vers un bureau, ouvrant un tiroir et en sortant une petite boîte. Elle l'ouvrit et présenta le contenu avec brio. L'intérieur se trouvait un seul gant, petit et délicat, couleur mousse profonde. Il avait une rangée de petits boutons de perles au poignet et était doublé de satin pâle.
Le gant était impeccable, sans saleté ni dommage visible, comme s'il avait à peine touché la terre. « Je l'ai fait nettoyer avant de savoir quoi faire, » dit vivement Lady Willoughby. « J'ai d'abord pensé qu'il devait être tombé du sac à main de quelqu'un lors d'une de nos promenades dans le jardin, mais personne ne le revendique. J'ai demandé à tous les invités et à chaque domestique de la maison. » Poirot ramassa doucement le gant et l'examina, le tenant entre le bout de ses doigts, comme s'il allait disparaître. Ce n'est pas un article bon marché. Il est fait à la main, en France, si je ne me trompe pas. La taille suggère une jeune femme. L'état, dites-vous, était impeccable lorsqu'il a été trouvé? Lady Willoughby hocha la tête. Exactement. Trouvé juste à côté du vieux cadran solaire, près des parterres de lavande. Pas une tache de terre ni de rosée dessus. Hastings fronça les sourcils. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu le laisser tomber quelques instants avant qu'il ne soit retrouvé? Le jardinier l'a trouvé tôt le matin. Il jure qu'il n'était pas là lors de son passage la veille au soir. Poirot remit le gant dans la boîte et croisa les doigts. Et personne ne s'est manifesté pour le réclamer. Alors il n'est pas simplement égaré, il est caché. Caché, peut-être. Ou planté. Lady Willoughby eut un bref rire. C'est exactement ce que je pensais. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de venir. J'ai un terrible sentiment à ce sujet. Poirot, je suis peut-être une vieille femme, mais je ne suis pas une imbécile. Je sens le problème dans cette maison. Poirot hocha la tête solennellement. J'ai appris depuis longtemps à ne jamais ignorer les instincts d'une femme intelligente. Dites-moi, qui séjourne ici actuellement? Laissez-moi voir, dit Lady Willoughby en cochant les noms sur ses doigts. Il y a mon neveu Laurence, un garçon inutile mais qui aime le piano. Sa fiancée, Miss Alicia Drayton, une fille tranquille, aux yeux de cerf effrayés. Et puis il y a le docteur Félix Webb, un médecin à la retraite, un vieil ami de la famille. Il a amené sa pupille, une jeune femme nommée Estelle Frobisher, un peu bohème, toujours en train de dessiner. Il y a aussi Monsieur Julian Roke, il catalogue la bibliothèque, et Miss Barbara Grant, mon compagnon, et bien sûr le personnel habituel. Poirot se pencha légèrement en avant. « Et vous leur faites tous confiance ?» La bouche de Lady Willoughby se serra. « Je fais confiance à Barbara. Je fais confiance à ma cuisinière. Le reste, je le tolère. » Poirot sourit faiblement. « Alors nous devons être discrets. J'aimerais voir la roseraie. Aussi, peut-être pourriez-vous me permettre de parler brièvement avec chaque invité, sous un prétexte quelconque, bien sûr. »« Ne prétextez rien, » répliqua sèchement Lady Willoughby. « Vous pouvez les interroger ouvertement si vous le souhaitez. Je n'ai rien à cacher, et s'ils le font, eh bien, c'est leur problème. » Poirot et Hastings la suivirent dans le jardin quelques minutes plus tard. Les terrains du manoir Larkswood étaient vastes et magnifiquement entretenus, l'herbe soigneusement tondue et les haies taillées géométriquement. Des fleurs printanières bordèrent les allées et le vieux cadran solaire se dressait au centre d'un parterre circulaire de roses précoces et de lavande, la pierre verdissant avec le temps. Poirot se tenait devant le cadran solaire, les yeux plissés, scrutant le sol avec une vive intensité. « Dis-moi, Hastings, murmura-t-il, est-ce que quelque chose te semble inhabituel ?» Hastings plissa les yeux.
Tout cela me semble normal. Le jardinier semble connaître son métier. Exactement, dit Poirot. Trop soigné, trop précis. Si quelqu'un a laissé tomber un gant ici, pourquoi n'y a-t-il même pas un pétale écrasé? Et plus encore, pourquoi ici, à côté du cadran solaire? Symbolisme. Hastings s'est aventuré. La moustache de Poirot se contracta. Peut-être. Ou peut-être que c'était censé être vu. Alors qu'il retournait vers le manoir, une silhouette élancée se détacha d'un chemin et s'approcha d'eux. Elle portait un chapeau à larges bords et une robe couleur crème au citron, et dans sa main se trouvait un carnet de croquis. « Vous devez être Monsieur Poirot, dit-elle doucement. Je m'appelle Estelle Frobisher. Lady Willoughby m'a dit que vous veniez. Je dessinais justement les lestes. » Poirot inclina la tête. « Mademoiselle, un plaisir. » Elle sourit faiblement, ses yeux posés sur son visage avec une intensité calme. Des choses étranges se sont produites dans cette maison. J'espère que vous avez compris cela. Poirot l'étudia pensivement. En effet, mademoiselle, c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Alors qu'Estelle s'éloignait, Hastings lança à Poirot un regard curieux. Elle a l'air un peu intense. Poirot ne répondit pas. Il regardait la jeune femme, visiblement son esprit en activité. Puis il murmura, presque pour lui-même, « Un gant de velours vert apparaît dans le jardin, sans propriétaire légitime. Une maison tranquille pleine de secrets et une jeune femme qui voit plus qu'elle ne dit. Mon cher Hastings, je crois que ce n'est que le début. » Chapitre 2. Murmure parmi les roses. La lumière du soleil, de fin d'après-midi, baignait le salon, d'une chaleur dorée, alors qu'Hercule Poirot et le capitaine Hastings rejoignaient Lady Willoughby pour un thé formel. Le grand plateau en argent contenait toutes les délices attendues, des sandwichs au concombre, des scones à la crème caillée et un pot d'Earl Grey parfaitement infusé. Poirot, toujours connaisseur de l'ordre et du goût, approuva l'arrangement, avec un signe de tête satisfait avant d'ajouter délicatement 2 morceaux de sucre à sa tasse. Tandis que Lady Willoughby s'occupait de la théière, Poirot en profita pour observer son environnement de plus près. La pièce était élégante et démodée, remplie d'antiquités, de porcelaine délicate et de portraits de famille qui regardaient solennellement depuis les murs lambrissés. Une grande baie vitrée offrait une vue imprenable sur les jardins, et c'était là que s'attardait l'attention de Poirot. De son point d'observation, il pouvait voir le cadran solaire où le mystérieux gant avait été découvert. « Tu vois » dit Lady Willoughby en suivant son regard. « Tout semble si serein. Mais il y a une tension derrière tout cela. Le genre de malaise qu'aucune quantité de thé ou de rose ne peut dissiper. » Hastings parut perplexe. « Mais quelle tension, exactement! Personne n'a été blessé, rien d'autre n'a disparu, n'est-ce pas ?» Lady Willoughby eut un sourire crispé. « Pas à ma connaissance, mais retenez bien mes paroles. Il y a quelque chose de non dit entre les gens dans cette maison. Vous vivez aussi longtemps que moi, et vous commencez à ressentir ces choses. J'ai pensé que le gant pourrait être le signe que quelqu'un essaie de semer le trouble. Mais je ne peux pas dire qui ni pourquoi. » Poirot sirota pensivement son thé. Un mystère sans crime peut-être, ou du moins pas visible. Pourtant, les gens ne cachent pas des gants coûteux pour s'amuser. Non, il y a quelque chose de délibéré ici. À ce moment-là, les portes du salon s'ouvrirent et Miss Alicia... Drayton entra tranquillement.
Jeune femme d'environ 22 ans, elle était pâle et élancée, avec des cheveux blonds épinglés lâchement sur sa nuque et une expression nerveuse, presque hantée, dans ses grands yeux bleus. Dit-elle avec un petit sursaut en les voyant. Je n'avais pas réalisé que nous avions des invités. Je reviendrai. Pas du tout, dit vivement Lady Willoughby. Entrez, Alicia. Voici monsieur Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Alicia fit une légère révérence, ses mains flottant sur ses côtés comme des papillons de nuit. Poirot se leva et s'inclina courtoisement. Mademoiselle, le plaisir est pour moi. Elle s'assit sur le bord d'un canapé, les mains fermement serrées sur ses genoux. Hastings remarqua la façon dont ses yeux se tournaient vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à moitié à l'apparition de quelqu'un dans le jardin à tout moment. « Vous allez bien, Miss Drayton ?» demanda gentiment Hastings. Alicia eut un sourire forcé. « Oui, merci. Juste fatiguée, je suppose. C'est tellement calme ici. Parfois, le silence est... enfin, fort. » Une observation intéressante, a déclaré Poirot. Et pourtant, on trouve parfois que les endroits calmes peuvent cacher les secrets les plus bruyants, n'est-ce pas? Alicia le regarda attentivement, puis détourna le regard. Lady Willoughby renifla légèrement et triomphalement. « Je vous ai dit qu'elle était... inquiète, marmonna-t-elle, sans se soucier du tout de savoir qui l'entendait. Avant que la conversation ne puisse continuer, les portes s'ouvrirent à nouveau pour admettre Lawrence, le neveu de Lady Willoughby. Un homme de grande taille, d'une trentaine d'années, aux mains de poète et à l'air distrait de pianiste, il esquissa un sourire langoureux en entrant. « Bonjour, tante Caroline, » dit-il avec une joie exagérée. « J'ai entendu dire que vous aviez des invités. »« Avons-nous un mystère ?»« Peut-être, » répondit Lady Willoughby. « Et si c'est le cas, vous ne devez pas faire de blagues à ce sujet. C'est sérieux. » Poirot se releva de nouveau et lui tendit la main. « Monsieur Lawrence, un plaisir. » Le célèbre détective lui-même, dit Lawrence en serrant la main de Poirot avec un léger salut. « Vous êtes venu enquêter sur le gant, je suppose ?»« En effet, » dit Poirot. « C'est une petite chose, mais les petites choses mènent souvent à des vérités plus grandes. » Lawrence se dirigea vers le piano et toucha négligemment quelques accords. « Un gant de femme, dit-il. Du velours vert, n'est-ce pas? Cela ressemble à quelque chose d'un roman de Wilkie Collins. Vous ne pensez pas que c'est celui d'Alicia, n'est-ce pas? » Alicia rougit. « Bien sûr que non, je vous l'ai dit. Je ne possède rien de tel. »« Détendez-vous, ma chère, » dit Lawrence avec un signe dédaigneux. « Je ne faisais que taquiner. » Poirot observa l'interaction de près. Le malaise d'Alicia était réel. La désinvolture de Lawrence, en revanche, semblait être un masque calculé. Poirot fit une note mentale. Plus tard, dans la soirée, Poirot et Hastings firent le tour du jardin. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur la pelouse. Deux merles gazouillaient depuis un buisson d'aubépines et, quelque part au loin, la brouette d'un jardinier craquait sur le gravier. « Alors, » dit Hastings, les mains dans les poches, « qu'en pensez-vous » Poirot réfléchit. « Miss Drayton a peur. De quoi, je ne sais pas encore. Monsieur Lawrence. Il est négligent avec ses mots, mais pas avec ses intentions. Il y a quelque chose
qu'il cache. Même si je ne peux pas encore dire quoi. Et Estelle Frobisher? Demanda Hastings. Elle dessinait encore cet après-midi, près de la pergola. Ah, mademoiselle Estelle, murmura Poirot. Elle observe toujours. Une artiste, oui, mais plus encore, une auditrice. Elle entend des choses. Cela peut être très dangereux. Alors qu'il repassait devant le cadran solaire, Poirot fit une pause. Il se pencha et examina le sol de plus près, sortant une petite loupe de poche. Hastings le regardait en silence alors qu'il se penchait près de la base de la pierre. « Ici, » dit doucement Poirot. « Écoute, Hastings. Que vois-tu » Hastings s'accroupit à côté de lui. « Juste quelques éraflures. » « Exactement. Le jardinier est méticuleux. Pourtant, quelqu'un est venu ici délibérément. Vous voyez la légère marque du talon. Une chaussure de femme. Le gant n'est peut-être pas tombé. Il a peut-être été placé avec soin. Tandis qu'il se levait, des pas se rapprochèrent sur le chemin. C'était Estelle Frobisher, son carnet de croquis sous le bras. Elle sourit faiblement. « Bonsoir, messieurs. Mademoiselle ?» dit Poirot en levant son chapeau. « Vous sortez pour un sketch en soirée ?»« Je trouve la lumière à cette heure plutôt belle, » répondit-elle. « Et les ombres sont toujours plus intéressantes que la lumière du soleil. » Poirot la regarda fixement. « En effet. Mais dites-moi, est-ce que vous dessinez souvent près du cadran solaire ?» Elle hésita. « Pas d'habitude. Seulement récemment. Il y a quelque chose dans cet endroit. On dirait une scène. Comme si quelqu'un attendait un public. » « En attendant que quelque chose se passe ?» demanda Hastings. Estelle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle hocha poliment la tête et s'éloigna vers la pergola, où elle s'assit et commença à dessiner la maison, alors que le ciel devenait doré. Poirot la regarda encore un moment, puis se tourna vers Hastings. « Cette maison, Hastings, elle est pleine de spectacles. Les gens portent des masques. Ils disent peu, mais ressentent beaucoup. Et quelque part, au milieu de tout cela, quelqu'un a commencé à agir, non pas avec des mots, mais avec des symboles. Un gant, Hastings, n'est jamais qu'un gant. » « Et qu'est-ce que tu penses que cela signifie ?» demanda Hastings. Les yeux de Poirot brillèrent dans la lumière déclinante. « Cela, mon ami, nous le découvrirons bientôt. Mais retenez bien mes paroles, nous sommes mis à l'épreuve. Le gant est le premier mouvement d'un jeu, et le joueur, je pense, est vraiment très intelligent. » Chapitre 3. L'homme dans le jardin. Le lendemain de leur tranquille promenade nocturne, Hercule Poirot se leva tôt et impeccablement habillé, comme c'était son habitude. Il ajusta le nœud de sa cravate, polit ses moustaches avec le soin d'un chirurgien et se jeta un dernier regard approbateur dans la glace. Hastings, les yeux larmoyants mais dociles, le rejoignit en bas juste au moment où la cloche du petit-déjeuner sonnait. La maisonnée s'est réunie dans la salle à manger pour un repas tamisé. La longue table en acajou était dressée avec précision. L'argent brillait, les œufs étaient parfaitement pochés, les toasts croustillants et chauds. Mais malgré le charme domestique, Poirot a noté une tension palpable parmi les invités. Les conversations étaient rares et superficielles. Estelle Frobisher étudia attentivement son assiette. Alicia Drayton avait l'air pâle et distraite,
tandis que Lawrence Willoughby parlait peu, tambourinant plutôt ses doigts en rythme sur la table. Lady Willoughby, qui ne supportait jamais le silence, tenta d'égayer le repas avec des demandes polies et des ragots mineurs, mais même elle semblait consciente que quelque chose avait changé depuis la découverte du gant de velours vert. Après le petit déjeuner, Poirot demanda une promenade dans les jardins, et Lady Willoughby offrit gracieusement l'aide de leur jardinier, un homme nommé Timothy Pike, qui était au service des Willoughby depuis près de 30 ans. Il fut convoqué et arriva promptement, un homme nerveux, au visage baigné de soleil et aux yeux couleur de terre labourée. « Vous vouliez voir le terrain, monsieur ?» demanda Pike en s'adressant à Poirot en inclinant respectueusement sa casquette. « Oui, monsieur Pike, » dit Poirot, et plus précisément l'emplacement du cadran solaire où le gant a été retrouvé. Pike les conduisit sur le chemin de gravier, devant une fontaine en pierre et des parterres de roses à floraison tardive. L'air sentait la rosée et la lavande. « C'est ici que c'était, monsieur ?» dit Pike en désignant la parcelle d'herbe circulaire autour du cadran solaire. « Mademoiselle Estelle l'a trouvée hier, juste là, à la base. Je garde cette zone propre, donc elle s'est tout de suite démarquée. » « Miss Estelle se promène souvent dans le jardin ?» demanda Poirot. « La plupart des après-midi, monsieur, elle sort avec son carnet de croquis. Mais ce matin-là, elle était sortie plus tôt que d'habitude, juste après le lever du soleil. »« Inhabituel, non ?» murmura Poirot. « Un changement de routine. Est-ce que quelqu'un d'autre est passé par le jardin ce matin-là ?»« Je ne peux pas le dire avec certitude, » répondit Pike en se grattant le menton. « J'étais en train de tailler les ifs près de la haie ouest. Peut-être quelqu'un. L'herbe était humide, les feuilles aussi. Je n'ai pas beaucoup entendu. Poirot s'agenouilla près du cadran solaire et examina de nouveau l'herbe. Même si la terre avait séché depuis la veille, de faibles impressions persistaient encore, preuve d'un pas. Poirot se pencha plus près, soulevant un petit fil d'un buisson voisin. Il le brandit, un morceau de velours vert. « Mon ami, » dit-il à Hastings, « quelqu'un a frôlé ce buisson avec précipitation ou maladresse. Et je doute que ce soit Estelle. » Pike parut intrigué. « Tu penses que quelqu'un l'a planté, alors? Exprès? » Cela semble de plus en plus probable à chaque minute qui passe, dit doucement Poirot. « Dites-moi, monsieur Pike, vous souvenez-vous d'étrangers dans le village récemment? Quelqu'un flânant à proximité? » Pike fronça les sourcils. « Maintenant, vous en parlez. Il y a 2 jours, il y avait un type qui traînait autour de la haie, juste à côté de la limite. Un homme de grande taille, il ne ressemblait pas à un local. » Poirot se redressa. « Et a-t-il parlé à quelqu'un? » « Pas ce que j'ai vu. Je suis resté là, à surveiller la maison. Quand je me suis approché, il est parti par le chemin forestier. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Décrivez-le. » « Bien habillé. Pas de noblesse, mais respectable. Par-dessus marron, chapeau trilby. Il boitait, je pense. » Poirot échangea un regard avec Hastings. « Merci, monsieur Pike, c'est très utile. Je vous demanderai de garder cette conversation pour vous. » Pike hocha solennellement la tête et releva de nouveau sa casquette avant de retourner à ses outils. Alors qu'il retournait vers la maison, Hastings demanda « Qu'en pensez-vous? Pourrait-il être connecté au gant? » « Je ne crois pas à la coïncidence, Hastings. Un gant vert apparaît de nulle part et un étranger se cache à proximité. Non, cela correspond. Mais la question demeure. Quel est le lien avec cette maison? À leur retour,
ils trouvèrent Estelle assise sous la pergola, dessinant nonchalamment l'aile est de la maison. Son carnet de croquis était ouvert sur ses genoux, un crayon flottant délicatement sur la page. Poirot s'approcha doucement. « Mademoiselle, puis-je admirer votre travail ?» Elle leva les yeux, surprise, mais pas mécontente. « Bien sûr. » Il étudia le dessin, une belle étude architecturale, capturant chaque volet, chaque corniche recouverte de lierre et chaque fissure de la pierre, avec des détails étonnants. Mais quelque chose d'autre attira son attention. Une petite silhouette presque invisible dans le coin du croquis, debout, juste à l'extérieur de la haie. Le doigt de Poirot pointa doucement. Ce chiffre, était-ce issu de l'imagination? Estelle hésita. « Non, j'ai vu quelqu'un là-bas il y a 2 matins. J'ai pensé que c'était peut-être un domestique que je n'avais pas rencontré. Un homme de grande taille, peut-être boiteux ?» Elle parut surprise. « Oui. Tu l'as vu aussi ?»« Non, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Mais j'ai entendu parler de lui. » Elle fronça les sourcils. « Tu penses qu'il est important ? » ?»« Disons que je le trouve convaincant. » Il lui offrit un sourire chaleureux. « Merci. Votre art en dit plus que ce que l'œil veut, je pense. » Estelle rougit, mais ne dit rien. Plus tard dans l'après-midi, Poirot et Hastings s'assirent de nouveau dans le salon, où Alicia Drayton s'était blottie avec un livre. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, visiblement mal à l'aise en leur présence. Poirot s'approcha doucement. « Pardonnez-moi, mademoiselle, mais puis-je vous demander, avez-vous reçu récemment des lettres de quelqu'un extérieur à la famille ?» Elle se raidit. « Non. Pourquoi le ferais-je ? Parce que je soupçonne que quelqu'un, un étranger, s'intéresse vivement à cette maison, et particulièrement à vous. » Alicia posa son livre de côté et se leva. « Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais pas qui est cet homme, ni ce que signifie ce gant. Mais tu as peur, dit gentiment Poirot, et quand les gens ont peur, ils gardent souvent des secrets, non pas par méchanceté, mais pour protéger les autres, ou eux-mêmes. » Sa lèvre trembla. « Tu penses que quelqu'un essaie de me faire du mal ?» Poirot n'hésita que brièvement. « Pas encore, mais je crois qu'on cherche à découvrir un secret. Et les secrets, mademoiselle, sont dangereux quand ils sont à moitié enfouis. » Elle secoua la tête. « Je ne sais rien, hein ? S'il vous plaît, ne m'impliquez pas. » Poirot s'inclina légèrement. « Comme tu veux. Mais si tu te souviens de quelque chose, de n'importe quoi, tu dois venir me voir immédiatement. » Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur Willoughby Hall, Poirot s'assit dans sa chambre d'amis et retourna le gant de velours vert dans ses mains. Il l'avait demandé plus tôt à Lady Willoughby, et elle l'avait sorti d'un tiroir où il avait été soigneusement rangé. Il examina les coutures, la doublure, les initiales brodées, légèrement cousues à l'intérieur. « U.F. Estelle Frobisher », dit Hastings depuis la porte. « Ce doit sûrement être le sien. » Non, Hastings, elle ne broderait jamais ses propres initiales sur un gant dont elle avait l'intention de se débarrasser ou de l'utiliser pour détourner l'attention. Poirot replaça doucement le gant dans sa boîte. Le gant était destiné à provoquer, a-t-il déclaré. Ressusciter quelque chose enfoui depuis longtemps. Un souvenir, une culpabilité, une blessure. Ce n'est pas le premier acte d'un drame, Hastings, c'est le deuxième.
Hastings fronça les sourcils. Alors, quelle a été la première? L'expression de Poirot s'assombrit. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir avant l'arrivée du troisième, dit-il, et tandis que la maison s'assombrissait et que le vent commençait à se lever sur les haies, l'ombre de l'homme dans le jardin se rapprochait du cœur du mystère. Chapitre. Les ombres, sous la surface, le lendemain matin, le ciel était gris et maussade. Les nuages étaient tombés pendant la nuit, projetant une obscurité argentée sur Willoughby Hall. Une brise froide emportait l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes, et la campagne semblait retenir son souffle sous la brume basse. Poirot, cependant, n'est pas découragé par la météo. Habillé impeccablement comme toujours, son costume sombre repassé, ses chaussures luisantes et sa moustache finement cirée, il descendit l'escalier avec une lueur concentrée dans les yeux. Hastings, bien que moins éveillé et plus mécontent du manque de soleil, le rejoignit consciencieusement pour une autre série d'enquêtes. Après un bref petit déjeuner au cours duquel la conversation resta tendue et réservée, Poirot partit chercher Lady Willoughby dans sa chambre. Du matin, elle était assise devant son secrétaire, triant sa correspondance, l'expression tendue par la distraction. « Ah, monsieur Poirot, dit-elle en entrant. « Entrez. Je vous attendais. » « Alors vous savez pourquoi je suis venu, madame ?» demanda Poirot en s'inclinant légèrement. « J'ai mes soupçons, » répondit-elle, en lui faisant signe de s'asseoir en face d'elle. « Vous vous demandez quel secret cache cette maison. Vous pensez que le gant vert est plus qu'une farce enfantine. Ce n'est pas une farce, dit fermement Poirot. Et cette maison, comme toutes les vieilles maisons, a ses ombres. Lady Willoughby détourna le regard. Il y a des choses dont on ne parle pas. Pas dans la bonne société. Pas même à soi-même. Alors parlons sans limite de politesse, madame. Parlons des vérités. Des choses perdues ou oubliées, mais qui ne sont pas parties. Il y eut une longue pause. Finalement, elle se tourna vers lui, la voix basse. « Il y a 22 ans, quelque chose s'est passé ici. Avant que Laurence et moi nous mariions. C'était bien avant qu'Estelle ne nous rejoigne. À cette époque, la maison était pleine d'invités, toujours un dîner ou une chasse. Et un automne, assez curieusement, à peu, près à la même époque, une femme nommée Margaret Ashcombe est restée 15 jours. Poirot hocha doucement la tête. « Et qu'est devenue Miss Ashcombe ?»« Elle a disparu, » dit catégoriquement Lady Willoughby. « Un matin, elle n'est tout simplement pas apparue. Sa chambre a été retrouvée intacte. Ses affaires étaient toujours emballées. Aucune note, aucun bagage ne manquait. Elle était entrée dans le jardin la veille au soir et n'a jamais été revue. » Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Et cela a été rapporté ? » ?»« Bien sûr. Scotland Yard a été convoqué. Il y a eu beaucoup de bruit. Mais aucun corps, aucun signe de lutte, rien. Finalement, il a été décidé qu'elle devait être partie de sa propre volonté. Mais je connaissais Margaret. Elle n'était pas du genre à disparaître, et elle avait un penchant particulier pour un jeune homme, un valet de pied qui n'est plus en service ici. « Vous soupçonnez un acte criminel, » murmura Poirot. Je soupçonnais que quelque chose s'était mal passé, une querelle, un accident, ou pire,
Et qui d'autre était dans la maison à Ce moment-là, Lady Willoughby hésita. Mon mari, bien sûr. Lawrence était alors jeune et sauvage. Il y avait des rumeurs, vous comprenez, sur ces liaisons. Mais Margaret n'était pas idiote, et il m'a juré plus tard qu'il ne savait rien de sa disparition. Poirot croisa les doigts. Et aucune trace d'elle n'a jamais été trouvée? Aucun. Jusqu'à présent, peut-être, a déclaré Lady Willoughby. Parce que vous voilà, avec votre gant vert, votre mystérieux inconnu dans le jardin. On se sent connecté. Poirot se leva. Merci, madame. Vous avez eu le courage de me dire cela. Maintenant, je dois enquêter sur cette affaire comme on réveillerait un cadavre, non sans risque, mais avec beaucoup de soin. Alors qu'il quittait la salle du matin, il trouva Hastings qui attendait dans le couloir. « Bien ?» demanda Hastings. « Avez-vous de la chance ?»« Nous déterrons un passé enfoui, mon ami, » dit doucement Poirot. « Et je crois que ce passé pourrait encore être... » « Dangereux, dangereux. » Ils se dirigèrent vers la bibliothèque où Estelle Frobisher lisait. Son expression était distante, distraite, mais elle les salua assez poliment. « Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « avez-vous déjà entendu parler d'une femme nommée... » Margaret Ashcombe? Estelle cligna des yeux. « Non, aurais-je dû? Elle était une invitée dans cette maison il y a de nombreuses années. Elle a disparu. » Estelle pâlit légèrement. « Je ne savais pas. Lady Willoughby n'en a jamais parlé. » « Rares sont ceux qui le font quand il y a de la honte, » a déclaré Poirot. « Dites-moi, vous êtes proche d'Alicia Drayton, n'est-ce pas? » « Nous terminions nos études ensemble, » dit lentement Estelle. « Elle est... compliquée. »« De quelle... » Manière? Estelle hésita. Elle a eu un passé difficile. Sa mère est décédée quand elle était très jeune. Son père n'était... enfin, pas un homme doux. Elle a toujours été secrète. Mais je crois qu'elle a peur de quelque chose. Ou quelqu'un, a ajouté Poirot. Peut-être l'homme dans le jardin? Estelle fronça les sourcils. Elle a nié le connaître. Mais elle ment facilement, je pense, quand elle a peur. Poirot hocha la tête. Merci, mademoiselle. Plus tard, dans l'après-midi, Poirot a demandé à voir Alicia. Elle accepta, quoique à contre-cœur, et le rejoignit dans le petit salon où le feu crépitait chaleureusement contre le froid grandissant. « Miss Drayton, » dit doucement Poirot, « vous êtes dans une certaine détresse. Je vous le demande maintenant, non pas en tant que détective, mais en tant qu'ami. Qui était l'homme dans le jardin ?» Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. « Je te l'ai dit, je ne sais pas. »« Oui, » dit-il doucement. « Et je crois qu'il est lié à votre passé, peut-être même à votre famille. » Les mains d'Alicia tremblaient. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Finalement, elle murmura « Il pourrait être mon père. » Poirot n'a pas réagi extérieurement. « Vous le croyiez mort ?» On m'a dit qu'il était mort en France, quand j'avais 10 ans. Mais un jour, des années plus tard, j'ai trouvé une lettre, non signée, non postée. Elle parlait de culpabilité. De regret. Je l'ai détruite, mais je ne l'ai jamais oubliée. Et vous croyez qu'il est revenu? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Il était cruel, monsieur Poirot. Ma mère l'a fui. Elle m'a amené ici pour des raisons de sécurité. Et Margaret Ashcombe? Demanda doucement Poirot. Connaissez-vous son nom? Alicia déglutit. C'était la cousine de ma mère. Ils étaient... Proche,
Margaret est restée avec nous avant de venir ici. Elle portait des gants verts. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Ah, maintenant, nous commençons à voir. Peut-être que le gant vert n'a jamais été destiné à effrayer. Il était destiné à rappeler. Pour rappeler à qui? Celui qui est coupable, mademoiselle. Et les coupables ne dorment pas bien quand le passé revient en velours. Cette nuit-là, alors que la maison dormait difficilement sous le murmure du vent et le craquement des branches, Poirot faisait les 100 pas dans sa chambre. Le puzzle se formait pièce par pièce, mais quelque chose lui échappait encore. Un motif, oui, une méthode, peu claire, et l'identité de l'homme dans le jardin. Il se tenait à la fenêtre et regardait les pelouses éclairées par la lune. Les ombres dansaient entre les haies et les statues, se déplaçant au gré de la brise. Et puis, tout à coup, il aperçut une silhouette, grande, enveloppée d'ombre, debout près du cadran solaire. Poirot ne bougea pas, l'homme non plus. Pendant un moment haletant, ils se regardèrent à travers l'obscurité. Puis la silhouette se retourna et disparut dans la brume. Poirot recula de la fenêtre. Le passé, murmura-t-il, est venu récupérer son dû. Chapitre 5. Chuchotement dans le labyrinthe. Le lendemain matin, nous sommes arrivés enveloppés dans une douce bruine. La pluie frappait doucement les fenêtres de Willoughby Hall, comme si elle essayait d'entrer, et le domaine tout entier semblait silencieux sous le voile gris du temps. Le petit déjeuner était une affaire discrète. Lord Willoughby était visiblement absent et Lady Willoughby n'a fait qu'une brève apparition avant de se retirer dans sa chambre, invoquant un mal de tête. Les autres invités ramassèrent leur nourriture avec des regards nerveux et des murmures étouffés. Poirot, quant à lui, était dans son élément. Il s'était levé tôt et avait déjà achevé un examen approfondi de l'aile est de la maison. Avec l'aide réticente de la gouvernante, il avait obtenu l'accès aux anciens couloirs des domestiques, des passages étroits et inutilisés qui couraient derrière les murs lambrissés et reliaient les anciens quartiers du personnel aux différentes parties de la maison. C'était là, soupçonnait-il, que de nombreux secrets étaient enfouis. Les portes cachées, Hastings, remarqua-t-il, alors qu'elles émergeaient du couloir sombre menant à la galerie supérieure, sont un peu comme des vérités cachées. Elles sont rarement loin, simplement inaperçues. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens construisent des couloirs secrets, a déclaré Hastings en effaçant les toiles d'araignée de sa manche. Ça a l'air un peu sinistre. Par souci de discrétion, a déclaré Poirot. Pour la vie privée, et occasionnellement pour des histoires d'amour ou des crimes. Leur prochain arrêt était le jardin. Malgré le temps, Poirot a insisté pour se promener sur le terrain. Un parapluie à la main, il arpentait les allées de gravier, la tonnelle de roses et les pelouses, étudiant chaque angle et chaque perspective. Finalement, ils arrivèrent au labyrinthe de haies, situé dans un coin isolé du domaine. C'était une structure élaborée, quelque peu envahie par la végétation, avec de hauts murs en if et un piédestal central en pierre, longtemps dépourvu d'ornements. Je crois que c'est ici que l'homme aux gants de velours vert a disparu, a déclaré Poirot. Mademoiselle Alicia l'a vu pour la dernière fois juste au-delà du cadran solaire, n'est-ce pas? C'est probablement dans cette direction qu'il s'est enfui. Hastings frissonna. Tu ne penses pas qu'il se cache encore là-dedans?
Non, mais... Je pense qu'il l'a utilisé comme couverture. Observez, il y a des brindilles cassées le long de ce bord, des empreintes de pas dans l'herbe mouillée. Et ici, Poirot s'agenouilla et sortit soigneusement un mince morceau de velours vert déchiré, accroché à une épine. « Mon ami, dit-il en se levant et en le levant triomphalement. Le gant nous a laissé un autre indice. De retour à l'intérieur, Poirot convoqua Estelle, Alicia et les deux autres invités de la maison, le major Arbuthnot et Miss Dunning, dans le salon. Le groupe était assis dans différents états d'inconfort, tandis que Poirot se tenait devant la cheminée. « Nous avons découvert beaucoup de choses, commença-t-il, mais il y a encore plus à apprendre. Miss Drayton, je dois vous demander, avez-vous parlé à Lord Willoughby de vos soupçons concernant l'homme dans le jardin ?» Alicia parut surprise. « Non, je ne lui ai parlé de rien. » Poirot se tourna vers Estelle. « Et vous, mademoiselle ?» Estelle secoua la tête. « Lord Willoughby n'a pas quitté son bureau depuis hier soir. »« Curieux, » murmura Poirot. « Très curieux, en effet. » Il se tourna vers le major Arbuthnot. « Major, pardonnez-moi, mais avez-vous déjà entendu parler ?» D'une femme nommée Margaret Ashcombe? Le major fronça profondément les sourcils. Ashcombe, cela me dit quelque chose. Est-ce que c'est elle qui a disparu il y a des années? J'étais en poste en Inde à l'époque, mais je me souviens du scandale. N'a-t-on pas parlé d'elle s'enfuir avec un valet de pied? C'est ce qui a été dit, répondit Poirot. Mais il n'y a jamais eu de preuves. Miss Dunning, pâle et serrant ses aiguilles à tricoter de ses jointures blanches, leva brusquement la tête. « C'était un mensonge, » dit-elle doucement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Qu'est-ce que... » « C'était Miss Dunning ?» demanda doucement Poirot. « J'étais là à ce moment-là, » dit-elle. « Une jeune compagne de la tante de Lady Willoughby. Margaret Ashcombe ne s'est pas enfuie. Elle était gentille, douce. Elle ne serait jamais partie comme ça. »« Avez-vous vu quelque chose ?» demanda doucement Poirot. Miss Dunning hésita, puis secoua lentement la tête. « Non, mais je me souviens de bruit, des voix élevées dans le jardin tard dans la nuit. Et le lendemain matin, Margaret était partie. » Poirot se pencha en avant. Qui se disputait? Je ne sais pas. Mais j'ai vu Lord Willoughby très tôt dans le jardin, boueux et échevelé. Je m'en souviens parce que ce n'était vraiment pas mon caractère. Un long silence suivit. À ce moment, la porte s'ouvrit et Lord Willoughby lui-même entra, le visage tiré et gris. « J'imagine que vous parlez tous de moi, » dit-il amèrement. « Comme d'habitude. »« En effet, » dit calmement Poirot. « Voudriez-vous me parler en privé, milord ?» Willoughby hésita. Puis, avec un bref signe de tête, il se tourna et conduisit Poirot à son bureau. Hastings le suivit, carnet à la main, comme toujours. Une fois la porte fermée derrière eux, Lord Willoughby se laissa tomber sur une chaise. « Je suppose que vous êtes venu m'accuser, » dit-il. « Je n'accuse personne, » répondit Poirot. « Je ne cherche que la vérité. » Il y eut une longue pause. Finalement, Willoughby soupira. C'était une liaison. Une liaison insensée. Margaret et moi, cela ne voulait rien dire. Mais elle pensait que c'était le cas. Elle a menacé de le dire à Charlotte. Et puis elle a disparu, a déclaré Poirot. Je vous le jure, je ne lui ai pas fait de mal.
Nous sommes disputés, oui. Elle était désemparée. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'épouser. Elle a couru dans le jardin. Je l'ai suivie, mais je l'ai perdue dans le noir. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Et le gant? Pourquoi revient-il maintenant? Le visage de Willoughby se crispa. Je ne sais pas. Mais j'ai fait des rêves. De Margaret. Debout près du cadran solaire, portant ce maudit gant vert. Me regardant. La culpabilité à sa voix, monseigneur, dit Poirot. Mais je crois que quelqu'un d'autre parle plus fort maintenant. Il se leva. Tu m'en as assez dit. Pour l'instant. Alors que Poirot quittait le bureau, Hastings le suivit, visiblement débordant. de questions. Et maintenant, Poirot? Maintenant, dit Poirot, nous tendons un piège. Encore ce vieux truc? Ça échoue rarement, mon ami, dit Poirot avec un sourire. Ce soir-là, Poirot envoya des notes à chaque invité, demandant leur présence dans le salon après le dîner. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent la pièce faiblement éclairée, une seule lampe projetant de longues ombres sur les murs. Au centre de la pièce, sur un coussin en velours, repose le gant vert. Un silence tomba. Poirot s'avança. « Mesdames et messieurs, a-t-il déclaré, ce gant appartenait à Margaret Ashcombe. Il a disparu avec elle. Et maintenant, il est revenu. Quelqu'un parmi nous sait pourquoi. Et ce soir, je crois que la vérité sera révélée. » Il y eut un halètement lorsque les lumières clignotèrent soudainement et s'éteignirent. Dans l'obscurité, il y eut un cri aigu, le bruit d'une bagarre et le fracas indubitable d'une chaise renversée. La voix de Poirot coupa la confusion. « Hastings, des lumières, s'il vous plaît. » Les lumières revinrent, et tout le monde se figea. Au centre de la pièce se tenait Alicia Drayton, le visage pâle, les yeux écarquillés par le choc. À ses pieds gisait Lord Willoughby, saignant d'une blessure à la tête. Et dans la main d'Alicia, tremblante, gantée de verre, se trouvait un tisonnier. Poirot s'avança lentement. Le passé, dit-il doucement, a enfin rattrapé son retard. Chapitre 6. Un héritage d'ombre. La scène était calme, étrangement. Alicia se tenait comme figée, le gant de velours vert glissant de sa main et tombant silencieusement sur le tapis. Lord Willoughby gémit doucement, le sang sur ses tempes d'un cramoisi intense sur le blanc de ses cheveux. Poirot fut le premier à bouger, s'avançant avec une rapidité surprenante pour s'agenouiller aux côtés de l'homme tombé. Hastings le suivit, récupérant une serviette sur la table des boissons pour la presser contre la plaie. « Il est vivant », annonça Poirot. « Seulement un coup d'œil. » Alicia parut enfin remuée. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-elle. « Il est venu vers moi, il a attrapé le gant, j'ai paniqué. » Poirot leva la main. « Mademoiselle, calmez-vous, personne ne vous accuse encore. Mais vous devez tout nous dire. Plus de secrets. » La pièce, remplie d'un silence stupéfait quelques instants auparavant, éclata maintenant en voix urgente. « Que diable se passe-t-il » demanda Estelle. « Quel gant » demanda Miss Dunning, serrant toujours ses aiguilles à tricoter comme si elles étaient des armes. Poirot les regarda tous autour de lui, son regard perçant. « S'il vous plaît, mes amis, si vous nous accordez un moment, Mademoiselle Alicia et moi parlerons dans la bibliothèque. » Seuls, les autres hésitèrent, mais sortirent lentement
laissant Poirot, Hastings et Alicia derrière eux. Poirot guida doucement la jeune femme vers une chaise. « Commencez par le début, mademoiselle, » dit-il doucement. « Vous en saviez plus que vous. » Ne le disiez. Les mains d'Alicia tremblaient. « Oui, murmura-t-elle. J'ai menti, mais seulement parce que j'avais peur. » Je pensais que si je disais la vérité, personne ne me croirait. « Essayez-moi, » dit Poirot en croisant les bras. J'explorais l'ancienne aile de la maison 2 jours avant le début de la fête, a-t-elle déclaré. C'est pour la plupart inutilisé, poussiéreux et fermé. J'aime les vieux lieux. L'histoire y est accrochée. J'ai trouvé une pièce, petite, fermée à clé, cachée derrière un passage des domestiques. À l'intérieur, il y avait une vieille malle. Et dans cette malle, je... L'ai trouvé, le gant. Elle fit une pause, se ressaisissant. Il y avait aussi des lettres d'amour, de Margaret Ashcombe à Lord Willoughby. Il les a gardées toutes ces années. Mon Dieu, murmura Hastings. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai confronté hier. Je voulais des réponses. Mais il a tout nié. Il a dit que Margaret était instable. Il a dit qu'elle s'enfuirait. Mais ses yeux, il mentait. Je sais qu'il l'était. Poirot croisa les doigts. Alors tu as laissé le gant là où il le verrait, comme message. Alicia hocha la tête. Oui, je pensais... S'il croyait que quelqu'un connaissait la vérité, il pourrait l'avouer. Et quand? Il ne l'a pas fait? Demanda Poirot. J'ai apporté le gant au salon ce soir. Je pensais que si je le faisais faire face à tout le monde, tout sortirait. Mais au lieu de cela, il vous a attaqué? Non, pas au début. Il est venu vers moi, a pris le gant. Son visage a changé, comme s'il avait vu un fantôme. Il a commencé à crier. Il m'accusait. Et puis, il s'est précipité. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'il arrête. Poirot l'étudia attentivement. La vérité est compliquée, mademoiselle, mais vous avez été plus courageuse que la plupart. On frappa doucement à la porte. C'était Estelle, pâle et sérieuse. « Lord Willoughby est réveillé ?» dit-elle. « Le médecin a été convoqué. Il insiste pour vous parler. » Poirot se leva. « Alors ne perdons pas de temps. » Ils retournèrent au salon, où Willoughby était assis sur le canapé, un bandeau sur le front, le visage tiré et creux. « Vous l'avez trouvé ?» dit-il d'une voix rauque, regardant Alicia. « Le gant ?» Poirot hocha la tête. « Oui, monseigneur, et plus encore. Il est temps, je pense, de connaître la vérité. » Le regard de Willoughby se tourna vers la fenêtre, la pluie grise embrumant toujours la vitre. « Elle n'est jamais partie, » dit-il enfin. « Margaret, elle est morte ici, dans cette maison. » Un halètement collectif retentit, mais Poirot resta calme. « Dites-nous, elle est venue me voir tard dans la nuit, » a-t-il déclaré. Elle avait découvert que Charlotte était enceinte. Elle s'est mise en colère. Elle a dit qu'elle nous détruirait tous les deux. J'ai essayé de la calmer, mais elle était hystérique. Elle a attrapé l'un des tisonniers et a menacé de se blesser. Nous avons lutté. Elle est tombée et s'est cognée la tête contre le foyer en marbre. Sa voix se brisa. Elle est morte sur le coup. Nous n'avions pas le temps de réfléchir. Estelle fit un pas tremblant. « Tu l'as enterrée, n'est-ce pas ?» Willoughby hocha la tête. « Dans le labyrinthe, sous le vieux cadran solaire. Personne ne l'a jamais utilisé. Et j'ai pensé, bêtement, que le temps allait enterrer le passé. » Poirot ferma les yeux pendant un long moment. « Et le gant ?»
demanda Hastings. Je l'ai gardé, un souvenir, une pénitence peut-être. Je l'ai enfermé dans le grenier. Quand il a disparu, j'ai su que quelqu'un avait trouvé son secret. Poirot se tourna vers Alicia. « Et les lettres ? Je les ai laissées dans le coffre, dit-elle. Je ne pouvais pas me résoudre à les prendre. Poirot hocha lentement la tête. Alors les preuves demeurent. Assez pour impliquer la police. La tête de Willoughby retomba contre les coussins. C'est peut-être ça, la justice. Charlotte l'a toujours soupçonné. Elle ne l'a jamais dit, mais je pense qu'elle le savait. Et elle est restée. Pour Estelle? Estelle S'avança. Pour moi ? Sa voix était presque un murmure. Elle t'aimait, dit Willoughby, et elle ne voulait pas que tu grandisses avec le scandale. Poirot se leva et redressa sa cravate. Je vais appeler l'inspecteur, mais je crois que l'affaire ne sera pas simple. Ce n'est pas un meurtre, pas tout à fait. Ce n'est pas non plus une innocence, mais c'est, enfin, la vérité. Plus tard dans la soirée, la police est arrivée. Des déclarations ont été recueillies, des preuves recueillies. Le cadran solaire a été soulevé et les restes de Margaret Ashcombe ont été découverts dans une tombe peu profonde en dessous. C'était comme si le labyrinthe avait gardé son secret toutes ces années, attendant que quelqu'un entende enfin le murmure du velours dans l'ombre. Poirot et Hastings rentrèrent tard dans leur chambre, la maison étant redevenue calme. « Extraordinaire », a déclaré Hastings. « Pensez juste sous nos pieds tout le temps. » Poirot se tenait à la fenêtre, regardant la brume tourbillonner à travers les haies du labyrinthe. « Les gens enterrent plus que des os, Hastings. Ils enterrent la culpabilité, la honte et les souvenirs. Mais de telles choses ne restent pas enterrées pour toujours. » Il se tourna, une pointe de tristesse dans les yeux. C'est la tragédie de la nature humaine, mais aussi sa rédemption. Car même dans l'obscurité, il y a toujours quelqu'un qui cherche la lumière. Et sur ce, il éteignit la lampe, ne laissant que la pâle lueur du clair de lune sur les ombres de velours de Willoughby Hall. Chapitre 7. Chuchotement derrière les tapisseries. Au matin, Willoughby Hall était devenu un endroit feutré et inquiétant. La police avait arrêté Lord Willoughby juste avant l'aube, mais pas menotté. Son rang et sa fragilité lui accordaient certaines courtoisies. La sombre découverte dans le labyrinthe du jardin sous le cadran solaire avait scellé son sort. Le fantôme disparu depuis longtemps de Margaret Ashcombe avait enfin parlé, et l'enquête de Poirot était le moyen par lequel son histoire était revenue hanter les vivants. Poirot se leva tôt, comme à son habitude, et prit son petit déjeuner avec soin, des toasts parfaitement dorés, des œufs à la coque exactement 4 minutes et une bonne tasse de café noir. Hastings le rejoignit, plus larmoyant et plus calme que d'habitude. « Eh bien, la maison ressemble à un tombeau ce matin, » marmonna Hastings en attrapant un morceau de pain grillé. Estelle n'a pas quitté sa chambre. Alicia est partie se promener. Et Miss Dunning est dans la bibliothèque en train de tricoter comme une possédée. Poirot hocha lentement la tête. « Oui, mon ami, la vérité, une fois révélée, jette une longue ombre. Mais il y a quelque chose qui ne me convient pas, » a ajouté Hastings en baissant la voix. « Si Lord Willoughby a enterré le passé, pourquoi garderait-il le gant? Pourquoi ne pas le brûler? Détruire les lettres? Autrement, il était si méticuleux. Très bien, Hastings, vous commencez à penser comme Poirot. Hastings rougit de fierté, puis parut perplexe. Attendez,
Qu'est-ce que vous suggérez? Poirot se leva. Que nous avons le mobile et l'aveu, oui, mais pas le tableau complet. Je crois qu'il y a plus à dire dans cette histoire. Venez, faisons une dernière promenade dans la maison. J'aimerais examiner quelque chose dans le gant. De velours vert me trouble profondément. Les deux hommes empruntèrent le long couloir jusqu'à l'ancienne aile de la maison. La partie qu'Alicia avait décrite comme poussiéreuse et rarement utilisée. L'air était plus frais ici. L'odeur. Du vieillissement et du cirage du bois était plus forte. Des tapisseries étaient accrochées le long des murs, fanées et rongées par les mythes, leurs scènes représentant des mythologies pastorales, de nymphes et de satyres, désormais émoussées par le temps. Poirot s'arrêta devant une tapisserie particulière accrochée en face d'une porte sculptée, du genre qui menait probablement à un escalier de service. « C'est la pièce, Hastings, » murmura-t-il, « là où Alicia prétend avoir trouvé le gant. » Il poussa la porte. Des particules de poussière tournoyaient dans des rayons de lumière provenant d'une fenêtre étroite. La vieille malle se trouvait sous une table drapée, son couvercle entr'ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs paquets de vieux linges soigneusement empilés, un programme d'opéra daté de 1899 et, comme Alicia l'avait dit, des lettres d'une écriture délicate adressées à « mon très cher Lionel ». Poirot extrait une des lettres et scanna son contenu. « Une main de femme, certainement, » murmura-t-il. Tendre, poétique. « Oui, c'est Margaret. »« Pourrait-il être falsifié ?» demanda Hastings. Poirot secoua la tête. « Non, c'est authentique. Mais ce que je commence à me demander, c'est si Lord Willoughby a réellement ouvert cette malle. »« Que veux-tu dire ?» Poirot leva la main et montra la poussière recouvrant les bords du couvercle. « Tu vois, mon ami, cette poussière s'est déposée selon un motif qui indique que le coffre n'a pas été correctement ouvert depuis un certain temps. Peut-être que le gant a été placé ici récemment par quelqu'un qui voulait le retrouver. » Hastings parut surpris. « Vous voulez dire que quelqu'un a caché les preuves, juste ainsi ? Demandons-nous, qui aurait la raison de voir Lord Willoughby exposé ? Qui bénéficierait de ramener le passé dans le présent ? » Ils retournèrent au salon, où Miss Dunning était assise sur sa chaise habituelle, ses aiguilles à tricoter cliquetant comme le tic-tac d'une petite horloge. Elle leva les yeux avec des yeux froids lorsqu'ils entrèrent. « Détective, » dit-elle, « vous devez être content de vous. »« Pas du tout, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Découvrir un corps, ce n'est pas découvrir la paix. » Elle cligna des yeux, son expression illisible. « Miss Dunning, » poursuivit-il, « depuis combien de temps êtes-vous au service de cette maison ? » 36 ans. Alors vous avez connu Margaret Ashcombe. Les aiguilles se sont arrêtées pour la première fois. « Oui, » dit-elle enfin, « je l'ai fait. » Comment était-elle ? Le regard de Miss Dunning se tourna vers le feu. Belle, fière et passionnée. Elle n'acceptait pas sa situation avec une dignité tranquille. Elle en brûlait. Je l'admirais, je suppose, même si je n'ai jamais compris pourquoi elle s'est laissée devenir une ombre. Poirot était assis en face d'elle. Puis-je demander, mademoiselle ? Êtes-vous déjà allé dans l'ancienne aile ? Une lueur, juste la plus faible, passa sur son visage. Non, dit-elle. Pas depuis des années. Mais tu connaissais les passages ? Oui, comme tous les serviteurs plus âgés l'ont fait. Poirot se pencha légèrement.
Saviez-vous pour la malle? Et le gant? Miss Dunning le regarda longuement. Oui. Hastings sursauta, mais Poirot leva une main apaisante. Je vois. Et tu as placé le gant là, n'est-ce pas? Miss Dunning expira lentement, croisant les mains sur ses genoux. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne le ferait, parce que cette pauvre fille a disparu et que tout le monde a laissé son nom être enterré. Je savais que Lord Willoughby était responsable, pas nécessairement de sa mort, mais de son désespoir, de son effacement. Tu savais qu'elle était morte? Je m'en doutais, dit-elle. Je n'en étais pas sûre. Mais quand Alicia est venue, Me voir et m'a parlé du gant. Elle a pensé que cela signifiait quelque chose. Elle ne savait pas quoi. Je le savais. Je lui ai dit de le laisser là où elle l'avait trouvé. Poirot pencha la tête. Mais plus tard, vous l'avez placé dans le salon. Oui. Parce que j'ai réalisé que Lord Willoughby n'allait jamais avouer. J'ai pensé que si quelqu'un le... confronté publiquement, il pourrait être forcé de le faire. Et ainsi Alicia est devenue l'instrument accidentel de votre justice. Le visage de Miss Dunning s'assombrit. Elle a du courage, cette fille, et le sens du bien et du mal. Je ne m'attendais pas à ce que cela se termine par de la violence. Poirot hocha lentement la tête. Alors je dois vous demander, avez-vous toujours l'autre gant? Elle hésita. Puis, du panier à côté de sa chaise, elle souleva un tissu plié et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le gant de velours vert, assorti, immaculé, intact. « Les garder, dit-elle. Un rappel de ce que coûte le silence. » Poirot prit doucement le gant et hocha la tête une fois. « C'est tout, mademoiselle. La police voudra peut-être vous parler. » Elle se remit à tricoter, les mains stables désormais. Alors qu'il quittait la pièce, Hastings regarda Poirot. « Et maintenant? Dites-vous à la police qu'elle a déposé des preuves? » « Elle n'a commis aucun crime, » dit doucement Poirot. « Elle a révélé la vérité à sa manière. Et le résultat, bien que dramatique, a été juste. Parfois, Hastings, la justice n'est pas une ligne nette. C'est une ombre qui doit tomber au bon endroit. Pourtant, a déclaré Hastings, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons dérangé plus d'un fantôme ici. » Poirot se tourna vers le salon où les aiguilles de Miss Dunning avaient repris leur cliquetis rythmé. « Oui, dit-il, mais peut-être qu'ils avaient besoin d'être dérangés. » Dehors, le ciel s'était enfin dégagé et les jardins de Willoughby Hall brillaient de l'or pâle du début du printemps. Pourtant, dans les haies du labyrinthe, le passé persistait encore, silencieux, patient et enfin vu. Chapitre 8. Le secret de la salle de velours, l'atmosphère à Willoughby Hall, était devenue tendue par le silence. Malgré les révélations de la veille, Poirot restait insatisfait. Il y avait le sentiment, insaisissable et troublant, que quelque chose de plus profond se cachait sous les couches déjà décollées. Hastings avait été choqué par la pose du gant, mais Poirot avait accepté les aveux de Miss Dunning avec une tranquille sérénité. Pourtant, alors qu'il regardait par la fenêtre de la bibliothèque le lendemain matin, ses doigts tapotant doucement le bras d'un profond fauteuil en cuir, ses pensées bouillonnaient de questions. Ce fut Alicia qui interrompit sa rêverie. « Je suis désolée de vous déranger, monsieur Poirot, » dit-elle, se tenant incertaine dans l'embrasure de la porte. « Ah, mademoiselle,
Pas du tout. De rien, dit Poirot en se retournant avec un sourire. Viens, rejoins-moi. Alicia entra dans la pièce avec moins de son sang-froid habituel. La tension des derniers jours avait fait des ravages, sa posture moins rigide, ses yeux un peu ombragés. « Je voulais vous remercier », commença-t-elle, « pour avoir écouté, pour croire que quelque chose n'allait pas, même si personne d'autre ne le faisait. Vous avez un fort instinct, mademoiselle. Ce sont souvent des femmes comme vous qui sentent ce qui n'est pas dit. » Elle hésita. « J'ai pensé aux gants et à Miss Dunning et à Lady Margaret. Je la connaissais à peine, bien sûr. Je n'étais qu'un enfant. Mais la maison m'a toujours semblé plus froide après sa disparition, plus calme. » Poirot inclina la tête. « C'est l'écho du chagrin, mademoiselle. Cela assourdit l'air. »« Je veux connaître toute la vérité, » dit soudain Alicia, une légère urgence dans la voix. « Pas seulement à propos de Lord Willoughby, à propos de tout. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Moi aussi. C'est pourquoi je crois qu'il y a une pièce dans cette maison que nous n'avons pas encore vraiment explorée. » Il se leva et lui fit signe de le suivre. Hastings les rejoignit dans le couloir, curieux mais prudent. « Où allons-nous maintenant ?» il a demandé. « Dans la salle de velours, » répondit Poirot. « Le quoi ?» Alicia a répondu à sa place. « C'est ce qu'on appelait le salon du matin dans les lestes. Les murs sont tendus de velours vert foncé. Je pensais qu'il était fermé depuis des années. » Poirot hocha la tête. « Voyons si le passé l'a vraiment laissé intact. » Ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs labyrinthiques de Willoughby Hall, passant devant des portraits ancestraux et des peintures à l'huile décolorée, jusqu'à atteindre une lourde porte avec une poignée en laiton. Il s'ouvrit avec un gémissement de désuétude. La poussière s'enroulait sous la lumière du soleil, qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Les murs de velours étaient encore intacts, vert foncé et sombre. Un léger parfum flottait dans l'air, de la lavande peut-être, ou quelque chose de plus insaisissable, de plus floral. C'était la pièce préférée de Lady Margaret, murmura Alicia. Elle peignait ici, je pense. Poirot marchait lentement autour du périmètre, les mains jointes derrière le dos. La pièce était vide, à l'exception d'un bureau grêle, d'une chaise longue près de la fenêtre et d'un chevalet couvert dans le coin. « Puis-je » demanda-t-il en désignant le chevalet. Alicia hocha légèrement la tête, visiblement déconcertée. Poirot souleva le chiffon, révélant une peinture à l'huile à moitié terminée, abstraite, maussade, avec des touches audacieuses d'émeraude et de gris. Il représentait une silhouette seule dans un labyrinthe de jardin, le dos tourné. Il y avait une tache rouge près des mains du personnage. Pas du sang, mais peut-être une rose qui tombe. Une image frappante, a déclaré Poirot. « Savez-vous si elle a peint ça elle-même ? » « Je pense que oui, » a déclaré Alicia. Elle expérimentait toujours les couleurs et l'ambiance. Hastings fronça les sourcils. « Cela semble plutôt sombre. » Poirot resta silencieux un moment, puis se tourna vers le bureau. C'était verrouillé. « Ah, murmura-t-il, mais Poirot arrive préparé. » Il sortit un petit ensemble d'outils de la poche intérieure de son manteau et, avec la délicatesse d'un bijoutier, manipula la serrure jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en déclic. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages jaunies.
un encrier, desséché et une petite lettre pliée nouée avec un ruban vert. Il sortit la lettre et la tendit à Alicia. Préféreriez-vous le lire? Elle le prit avec des doigts tremblants et détacha le ruban. Ses yeux parcoururent lentement la page, ses sourcils froncés. C'est adressé à quelqu'un qui s'appelle Cécilia. Sa sœur, peut-être. Poirot hocha la tête. Continue. Alicia commença à lire à haute voix. « Chère Cécilia, si cela te parvient, cela signifie que j'ai fait quelque chose de terriblement stupide. Je ne peux plus le supporter. Lionel dit qu'il m'aime, mais je suis caché du monde, comme un péché. Chaque matin, je m'assois dans la salle verte et je me demande si je serai un jour libre. Mais je ne suis pas fort, pas comme mère. J'ai peur de ce que je pourrais faire s'il reste seul trop longtemps. S'il ne veut pas m'épouser, alors laisse-le vivre avec la culpabilité. » Elle s'arrêta, la voix brisée. Poirot prit doucement la lettre de sa main et la plia. Lady Margaret a écrit ceci peu de temps avant sa disparition. Cela ne fait aucun doute. Alors, elle s'est suicidée ? Demanda Hastings, incrédule. Poirot secoua la tête. Non, elle avait l'intention de le faire. Mais savoir si elle l'a fait, ou si elle a été empêchée, ou réduite au silence, reste la dernière question. Alicia était assise sur la chaise longue, l'expression hantée. J'ai toujours pensé qu'elle avait été assassinée, que quelqu'un s'était débarrassé d'elle. Poirot se tourna vers elle, d'une voix douce. « Mademoiselle, quand on est réduit au silence par la honte, par le secret, par les forces puissantes de la société et du patriarcat, c'est en quelque sorte une sorte de meurtre. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la lumière se déplaçant sur les murs verts. Puis Poirot dit doucement : « Il y a encore un détail qui me trouble. » Hastings leva les yeux. « Un autre gant ? Non, mon ami, une question d'identité. Margaret a écrit cette lettre à Cécilia, mais il n'y a aucune trace d'une telle sœur dans le registre de famille. Et le style d'écriture, il ressemble remarquablement à celui de Miss Dunning. Alicia halta. Vous voulez dire Miss Dunning et Cécilia? C'est possible. Ou peut-être simplement une amie qui a adopté ce nom pour cacher la vérité. Quoi qu'il en soit, elle en savait plus qu'elle ne l'a jamais laissé entendre. Je crois qu'elle était la confidente de Margaret. Et peut-être la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ils retournèrent au salon où Miss Dunning était, une fois de plus, en train de tricoter avec une précision tranquille. Poirot s'assit à côté d'elle. « Nous avons visité la salle de velours, » dit-il doucement. Ses mains s'arrêtèrent. Elle n'a pas levé les yeux. Vous avez gardé sa lettre, a-t-il poursuivi. Vous l'avez protégée toutes ces années. Mais maintenant, la vérité doit être dite. Miss Dunning ne dit rien pendant un long moment. Puis, sans arrêter de tricoter, elle murmura : « Elle est morte dans mes bras. Poison. Je l'ai retrouvée, cette nuit-là. Je l'ai suppliée de rester, de se battre, de l'affronter. Mais elle avait pris sa décision. Elle ne voulait pas de scandale. Elle ne voulait pas que son enfant, oui, il y avait un enfant, naisse dans la disgrâce. Je ne pouvais pas la sauver. » Poirot baissa la tête. « Et donc tu as caché la vérité ? » « Je l'ai enterrée dans le labyrinthe du jardin, » dit-elle. À sa demande, elle m'a fait jurer.
et je l'ai fait. Mais maintenant, je me demande si cette promesse était un péché. Poirot tendit la main et arrêta doucement ses aiguilles. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez fait preuve de courage face à un grand chagrin. Elle leva alors vers lui, les yeux brillants. Je pensais avoir protégé son héritage. Mais j'ai seulement laissé les mensonges s'envenimer. Non, mademoiselle, vous nous avez donné la clé de la vérité, et c'est ce qui compte. Alors que Poirot et Hastings quittaient le salon, le couloir derrière eux semblait un peu plus lumineux, le silence moins étouffant. Les réponses définitives étaient proches. Et bientôt, tout serait révélé. Chapitre 9. Le labyrinthe. Au clair de lune, les jardins de Willoughby Hall étaient calmes dans le silence pâle du soir. Les jardins s'étendaient comme une couverture d'ombre et d'argent, le clair de lune se reposant doucement sur les haies et les allées de pierre. Poirot se tenait près de l'entrée du labyrinthe du jardin, sa silhouette se détachant nettement sur l'allée de gravier. À côté de lui, Hastings se déplaçait avec inquiétude, scrutant les hauts murs de lierre qui formaient le labyrinthe. « Tu penses vraiment qu'elle est enterrée là-dedans » demanda-t-il en baissant la voix comme si le labyrinthe lui-même écoutait. Poirot hocha lentement la tête. Mademoiselle Dunning a parlé clairement. Elle n'a donné aucun détail sur l'emplacement exact. Mais le labyrinthe était le sanctuaire de Margaret, sa retraite loin du monde. Je crois que c'est là qu'elle a choisi de terminer son histoire. C'est approprié. Ils avaient attendu que le reste de la maison dorme. Poirot n'avait aucune envie d'attirer l'attention. Le gendarme, en poste au poste du village, avait été discrètement convoqué. L'intervention d'un coroner viendrait plus tard, une fois que Poirot aurait confirmé ce qu'il savait déjà. « Viens, Hastings. Nous devons trouver le centre. » Les deux hommes entrèrent dans le labyrinthe. Poirot marchant avec une grâce. Déterminé, ses pas silencieux sur la terre humide. Les chemins se tordaient et bifurquaient, mais Poirot se déplaçait comme s'il était guidé par son instinct ou peut-être par sa mémoire. Pas le sien, mais celui de Margaret. Il s'arrêtait de temps en temps, penchant la tête, écoutant. Le labyrinthe était complètement immobile, à l'exception du doux bruissement des feuilles et du cri occasionnel d'un oiseau de nuit. Il leur fallut près de 20 minutes avant d'atteindre le cœur du labyrinthe. Une petite clairière s'ouvrait devant eux. En son centre se trouvait un banc en pierre patinée, à moitié recouvert de mousse. Quelques fleurs sauvages s'étaient glissées à travers les fissures de la haie. Le clair de lune illuminait la zone d'une lueur spectrale. Poirot s'avança, s'agenouillant à côté du banc. Il étudia le sol avec la précision d'un bijoutier inspectant un diamant. Il y avait une légère élévation du sol, subtile, mais indubitable. Un endroit où la terre avait été remuée puis colonisée depuis longtemps. « C'est ici, dit-il simplement. Hastings baissa les yeux, puis expira. « Seigneur. » Poirot fouilla dans son manteau et en sortit une petite pelle. Hastings cligna des yeux. « Tu portes ça dans ta poche ? Il faut toujours être prêt à toutes les éventualités, mon ami. Surtout quand le jardin peut cacher des secrets plus durables que les fleurs. » Il a creusé avec soin, méthodiquement. La terre était molle, les racines douces, et la bêche ne tarda pas à heurter quelque chose de plus solide. Poirot fit une pause, puis écarta la terre. Un éclair de tissu pâle et délavé apparut, puis
En dessous, le bord indubitable d'un Os Hastings détourna le regard. Poirot ne dit rien pendant un long moment. Il posa doucement la bêche, puis se leva, effaçant la terre de ses genoux. « Lady Margaret Willoughby, dit-il doucement, nous vous avons enfin trouvé. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, le poids de la découverte se dissipant. Comme une brume autour d'eux, Hastings s'éclaircit la gorge. « Et maintenant ?»« Maintenant, » répondit Poirot, « nous convoquons les autorités compétentes, et puis nous rassemblons tout le monde. La vérité doit être révélée avant que le soleil ne se lève sur un autre jour de mensonge. » À midi, le salon de Willoughby Hall était à nouveau rempli de tension. Lord Willoughby était assis sur une chaise à haut dossier, pâle mais provoquant. Alicia se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, son expression illisible. Miss Dunning était assise en silence, les mains fermement serrées sur ses genoux. Seul Edward Tunstall ne les avait pas rejoints. Poirot lui avait demandé de rester dans ses quartiers, même si personne ne savait encore pourquoi. Poirot se tenait devant eux tous, son attitude calme et posée. Hastings regardait depuis un coin voisin, un cahier à la main, même s'il savait qu'il valait mieux ne pas essayer de capturer tous les détails que Poirot allait exposer. C'était le genre de révélation qui exigeait de l'attention. Pas des gribouillages. « Mes amis, » commença Poirot, « nous avons atteint la fin du labyrinthe. Le mystère qui s'est accroché à Willoughby Hall depuis plus d'une décennie a finalement été résolu. Et cela commence, non pas par un meurtre, mais par un chagrin. Il se tourna vers Lord Willoughby. « Vous avez courtisé Lady Margaret sur la base d'une fausse promesse. Vous n'avez jamais eu l'intention de l'épouser, même si vous lui avez fait croire le contraire. Lorsqu'elle est tombée enceinte, vous avez refusé de reconnaître l'enfant. Vous l'avez menacée de honte, d'expulsion de la société. Vous l'avez forcée à l'isolement, à la honte. » Les lèvres de Willoughby se retroussèrent. Elle était naïve. Elle ne supportait pas la vérité. « Elle a été abandonnée, » dit sèchement Poirot. « Et elle a choisi de mettre fin à ses jours, dans le seul endroit où elle trouvait encore du réconfort, son jardin. Elle a pris du poison dans la chambre de velours et est morte cette nuit-là. » Les yeux de Miss Dunning brillaient de larmes. Elle hocha légèrement la tête, confirmant. « La vérité. Mais, poursuivit Poirot, ce n'est pas la fin de l'histoire, car Lady Margaret n'est pas morte seule. Elle a accouché, tranquillement, prématurément, dans cette même pièce, et l'enfant n'est pas mort. » Alicia se tourna brusquement. « Quoi ?» Poirot se tourna vers elle. « L'enfant, c'était vous, mademoiselle ?» Alicia se figea. Le silence se brisa comme du verre. « Vous avez été élevée par une tante qui vous a caché la vérité. Mais Miss Dunning l'a toujours su. Elle est restée à Willoughby Hall, non pas par loyauté envers son maître, mais par amour pour Margaret et par désir de veiller sur vous. »« Non, » murmura Alicia. « Ce n'est pas... c'est la vérité, mademoiselle. Votre mère a peint un portrait d'elle-même dans le labyrinthe, un message au monde qu'elle existait, qu'elle souffrait, qu'elle aimait. Miss Dunning a gardé la lettre et le secret toutes ces années, mais lorsque le gant de velours vert est réapparu, planté par Lord Willoughby pour vous effrayer, elle n'a plus pu garder le silence. » Willoughby se leva brusquement. « C'est de la folie. Ce n'est qu'une fille.
Une enfant trouvée, rien à voir avec... Assez, dit doucement. Miss Dunning. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. J'ai tenu la main de Margaret alors qu'elle mourait. J'ai tenu sa fille, je l'ai enveloppée dans des couvertures, et j'ai juré de lui trouver un foyer où elle serait en sécurité. Margaret m'a supplié de lui épargner le scandale. J'ai fait ce qu'elle avait demandé, mais j'aurais dû parler plus tôt. Alicia la regardait, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « Tu savais tout ça? Et tu ne me l'as pas dit ?»« J'avais peur, » a déclaré Miss Dunning. « J'avais peur qu'on me les enlève à nouveau. Mais maintenant, tu as le droit de savoir. » Poirot s'avança doucement. « Mademoiselle, votre mère vous aimait. Elle a donné sa vie pour vous protéger. Et maintenant, la vérité n'est plus enterrée. » Alicia s'assit lentement, les mains tremblantes. Hastings s'avança pour lui offrir un verre d'eau, mais elle l'écarta. D'un geste, regardant ses paumes, comme si elle essayait de voir quelque chose qui avait toujours été caché. « Et Edward ?» demanda Hastings. « Où se situe-t-il » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Edward Tunstall est un opportuniste. Il a eu vent du scandale familial grâce à une vieille correspondance qu'il a interceptée. Il a utilisé cette information pour faire chanter Lord Willoughby, d'où l'annonce soudaine de l'héritage d'Alicia et des prétendues fiançailles d'Edward. Mais il n'a pas anticipé Poirot. « Et qu'arrivera-t-il à Lord Willoughby » demanda Alicia, la voix creuse. « Ce n'est pas à moi de le dire, » répondit Poirot. « Mais la vérité a du pouvoir. Et maintenant, vous avez ce pouvoir, mademoiselle. » Il se détourna, son regard tombant sur la fenêtre, où les jardins scintillaient au soleil. Quelque part, au-delà, le labyrinthe attendait. Il n'était plus silencieux. Demain, la presse connaîtrait les restes découverts au cœur de Willoughby Hall. Une enquête serait ouverte. Les questions inonderaient la campagne tranquille. Mais, pour Poirot, le mystère était résolu. Un gant de velours vert avait conduit à une tombe, et dans cette tombe, un cœur brisé avait enfin trouvé sa voie. Chapitre 10. La révélation finale. Le lendemain de la révélation n'était pas un matin de fête. Willoughby Hall, autrefois un monument tentaculaire dédié à la fierté et aux privilèges familiaux, ressemblait désormais davantage à un tombeau. Les murs, bien que toujours majestueux, semblaient bourdonner sous le poids des secrets. Poirot était assis au petit bureau dans le coin du salon, les mains jointes, les yeux fixés par la fenêtre sur les pelouses, bien entretenues au-delà. Il y avait encore tant de fils à démêler, et même si la vérité avait éclaté au grand jour, la résolution n'était pas encore complètement trouvée. Miss Dunning était restée à Willoughby Hall, maintenant plus déterminée que jamais à soutenir Alicia. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Poirot que la relation entre les deux femmes avait été mise à l'épreuve, mais qu'elle se renforçait d'heure en heure. Alicia, de son côté, était restée silencieuse, une grande partie de la matinée, les yeux rouges à cause des larmes qu'elle avait versées la nuit précédente. Elle n'était plus la jeune femme cherchant des réponses à une vieille énigme. Elle était désormais une fille avec un nom, un héritage et un passé qui remontait jusqu'au mur de Willoughby Hall. Poirot avait passé la majeure partie de la matinée à consulter le gendarme local, discutant des prochaines étapes de l'enquête. Il devait interroger Lord Willoughby,
même si Poirot soupçonnait qu'il suffirait d'une déclaration bien rédigée pour révéler l'étendue de sa complicité dans la dissimulation. La culpabilité de Lord Willoughby était évidente, et, même si la fierté de l'homme pouvait l'empêcher de se confesser pleinement, Poirot savait que ses paroles auraient du poids auprès des autorités. Hastings, comme d'habitude, faisait les 100 pas. La silhouette plus grande que nature de son ami Poirot semblait ressortir encore plus maintenant que le mystère touchait à sa fin. Hastings était pratique, désireux de conclure, mais il pouvait sentir que Poirot était toujours en train de parcourir le puzzle dans son esprit, rassemblant les derniers indices. « Poirot !» demanda finalement Hastings, alors qu'il arrêtait de marcher et traversait la pièce pour se tenir à côté de son ami. « Es-tu satisfait? Je veux dire, de la façon dont les choses se sont déroulées. Ce n'est pas le genre de mystère que nous avons l'habitude de résoudre. » Celui-ci... Eh bien, tout cela est un peu tragique, n'est-ce pas? Poirot tourna son regard vers son ami, son expression s'adoucissant légèrement. « Ah, Hastings, tu dois comprendre. Le mystère du gant de velours vert a toujours été un casse-tête, oui, mais c'était aussi une histoire de douleur. Il ne s'agissait pas simplement de trouver le coupable ou de découvrir un trésor caché. Il s'agissait de comprendre la manière dont les vies sont façonnées par leur passé, par leurs secrets, par leurs erreurs. » Hastings fronça les sourcils. « Tu penses que c'est à cela que se résume toute cette histoire ?» Poirot hocha lentement la tête, ses yeux se plissant en pensant. « Il s'agit toujours des gens, mon ami. Nous pouvons admirer l'élégance d'un crime bien exécuté, la ruse d'un cerveau criminel, mais nous ne devons jamais perdre de vue l'élément humain qui les anime. La vie de Lady Margaret a été déformée par la peur et la trahison, et en fin de compte, elle a choisi de protéger sa fille par-dessus tout, même au prix de sa propre vie. C'est la tragédie. C'est là le véritable casse-tête. » Hastings resta silencieux pendant un moment, réfléchissant aux paroles de son ami. La réalité de la situation était difficile à saisir. Le mystère avait été résolu, mais d'une manière qui ne laissait aucune satisfaction, aucune joie. Les réponses que Poirot avait découvertes lui avaient coûté très cher, et maintenant, les conséquences de cette vérité commençaient à se dévoiler. C'était comme si le voile qui protégeait les habitants de Willoughby Hall du monde avait enfin été levé et qu'ils se trouvaient exposés devant une lumière crue et impitoyable. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Poirot se leva rapidement, ses yeux perçants rencontrant ceux de Hastings pendant une brève seconde de compréhension mutuelle. « Entrez » appela Poirot. La porte s'ouvrit en grinçant, et Alicia entra dans la pièce. Elle était vêtue de vêtements de deuil sombres, un contraste saisissant avec les couleurs vives qu'elle portait quelques jours auparavant. Son visage, bien que pâle, était calme, son expression distante mais résolue. Elle était venue prendre une décision, Poirot pouvait le voir. La jeune femme n'était plus à la dérive dans l'incertitude. Elle était désormais vraiment la maîtresse de maison, même si la manière dont elle choisirait d'exercer ce pouvoir restait encore à déterminer. « Alicia, » dit doucement Poirot, lui faisant signe de s'asseoir. « Tu as pris ta décision, je pense ?» Les yeux d'Alicia se tournèrent brièvement vers Hastings avant de revenir vers Poirot. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai. » Poirot resta silencieux, lui permettant de parler. « Je ne vais pas quitter Willoughby Hall, a-t-elle poursuivi. Je ne m'enfuirai pas.
Peu m'importe si mon père ou quelqu'un d'autre veut que je parte. Cette maison est à moi maintenant. Je prendrai ma place ici. Poirot sourit, un petit sourire approbateur qui semblait adoucir les lignes acérées de son visage. Vous avez fait le bon choix, mademoiselle. Votre mère serait fière de vous. Les lèvres d'Alicia tremblèrent pendant un moment, mais elle tint bon. Je sais ce que je dois faire maintenant. Je devrais rendre justice pour Margaret, pour sa mémoire et pour toutes les femmes comme elle qui ont été contraintes au silence. Mais je ne le ferai pas seule. Miss Dunning m'a déjà fait part de ses projets. Elle m'aidera à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Poirot hocha de nouveau la tête, le regard fixe. En effet, Miss Dunning a été un roc pour vous, Alicia. Son dévouement envers vous en dit long sur le genre de femme qu'elle est. Alicia jeta un coup d'œil au sol, puis croisa à nouveau le regard de Poirot. « Et qu'en est-il de Lord Willoughby » demanda-t-elle d'une voix froide. « Que va-t-il devenir » L'expression de Poirot devint sérieuse, même s'il n'y avait aucune méchanceté dans ses paroles. Il fera face aux conséquences de ses actes. La loi s'occupera de lui, mais plus important encore, vous serez libre de lui. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Il n'a plus aucun droit sur vous maintenant. Alicia se leva alors, comme pour faire une déclaration physique de la nouvelle vie qu'elle était sur le point d'embrasser. « Je prendrai la maison et l'héritage qu'elle recèle, Poirot, et je la reconstruirai, pas pour lui, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour ma mère et pour moi-même. » Poirot sourit, se levant également. Il lui tendit la main. « Ce sera un lourd fardeau, mademoiselle. Mais vous êtes forte. Je suis sûr que vous réussirez. » Hastings, qui observait tranquillement l'échange, s'éclaircit la gorge et prit la parole. « Poirot, a-t-il déclaré, nous avons résolu le mystère, et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose de plus est encore en suspens. » Poirot regarda son ami, les sourcils froncés. « Plus » Hastings hocha la tête. « Oui, il y a un certain poids dans cette affaire. La vérité éclate. Mais, d'une manière ou d'une autre, on a l'impression que ce n'est pas suffisant. » Le regard de Poirot s'adoucit, la compréhension naissant dans ses yeux. « Ah, Hastings, il y en a toujours plus, n'est-ce pas? La vérité peut être révélée, mais parfois, les conséquences sont bien plus importantes que quiconque ne peut l'imaginer. Vous avez raison de sentir que quelque chose persiste dans l'air. » Alicia s'avança, désormais pleinement engagée dans la conversation. « Tu veux dire les gens qui sont laissés pour compte? Ceux qui ne peuvent pas abandonner le passé? » « Exactement, mademoiselle, » dit Poirot. « Il arrive souvent que, lorsqu'un secret est enfoui pendant si longtemps, ceux qui ont vécu dans son ombre ne peuvent jamais s'en libérer complètement. Ils emportent le poids avec eux pour le reste de leur vie. Lord Willoughby peut être traduit en justice, mais sa culpabilité le suivra, et les autres personnes dans cette maison, même si elles peuvent maintenant trouver la paix, n'oublieront jamais ce qu'elles ont perdu. » Alicia hocha lentement la tête, les yeux pensifs. Peut-être que la vérité était le seul moyen d'avancer, même si cela signifie affronter les ténèbres de front. L'expression de Poirot s'adoucit alors qu'il comprenait ses paroles. « En effet, c'est pourquoi c'est vous qui devez conduire Willoughby Hall vers le futur. Il n'est pas possible de revenir en arrière, ni de défaire le passé. Mais vous pouvez créer quelque chose de nouveau,
quelque chose de fort, à partir des ruines. Hastings soupira en regardant par la fenêtre. « Eh bien, Poirot, je pense qu'il est temps que nous quittions cet endroit derrière nous. » Poirot se tourna vers lui avec une lueur dans les yeux. « Ah, Hastings, toujours désireux de fuir la scène du crime. Mais rappelez-vous, parfois, la fin d'un mystère marque le début d'un autre. » Sur ces mots, Poirot jeta un dernier coup d'œil à Willoughby Hall, ses yeux s'attardant brièvement sur le labyrinthe lointain. Le passé était révolu et l'avenir était encore incertain. Mais pour Alicia et pour Miss Dunning, il leur appartenait de tracer la voie à suivre. Le mystère du gant de velours vert avait pris fin, mais le voyage du cœur, le voyage pour comprendre et reconstruire, ne faisait que commencer.